C'est celui-là. Ouais. Bonsoir. Tu m'as super bien présenté. Vous pouvez juste me trouver sur le net avec le blaze Charrier, sur Twitter, GitHub, etc. N'hésitez pas à poser des questions après si vous en avez. Je suis hyper content d'être ici parce qu'effectivement, j'ai fait partie des premiers speakers il y a 10 ans des Human Talks. J'avais un peu plus de cheveux et des goûts en termes de t-shirt un peu douteux à l'époque. Mais ça me fait particulièrement plaisir de revenir après un petit moment. La deuxième raison pour laquelle je suis très content d'être là, c'est que cette scène-là, je la connais très bien parce que d'habitude, je viens pour jouer du violon. Et la dernière raison, c'est que j'adore particulièrement ce lieu. Et il y a 3 jours, j'étais en train de faire la teuf ici avec un membre de l'organisation qui m'a demandé de ne pas citer son nom, donc j'afficherai simplement son prénom. Il est dans les escaliers. Mais le but n'était pas de vous raconter des conneries, mais plutôt de parler d'un sujet qui est très sérieux, qui est le sujet des API. Qui est un sujet que je connais un petit peu, puisque c'est mon quotidien. Ma compagne est là, et j'en parle du matin jusqu'au soir depuis bien longtemps. Et j'ai remonté un petit peu en arrière, 15 ans. Ça, c'est un écosystème d'API à 15 ans. Donc on avait une API publique, quand elle existait, et c'était globalement une API REST. Facile à maintenir, facile à bosser. Ça, c'était il y a 10 ans. Notre écosystème d'API avait un petit peu évolué. On commençait à sortir un petit peu d'éléments de cet écosystème-là. On commençait à consommer des API externes pour les paiements, par exemple Stripe ou Twilio, mais ça restait globalement maintenable. Aujourd'hui, les écosystèmes d'API, ça ressemble plutôt à ça. Et ça, c'est un petit. La moyenne en 2022 d'un écosystème en microservices, c'est 130 API. Donc on commence à toucher des systèmes qui sont vraiment complexes, à plein de niveaux, et qui sont en train de se transformer autour de 3 grands éléments. Le premier, c'est en termes de nombre d'API. Aujourd'hui, on estime qu'il y en a environ 200 millions dans le monde. Et on pense que d'ici 2030, on arrivera à 1 milliard d'API. Ça veut dire que la courbe, elle est exponentielle et que ça va faire très très mal. Le deuxième point, c'est qu'il y a de plus en plus de technologies qui arrivent. On a GraphQL, on a eu Kafka, je vais en parler juste après, mais on n'est plus sur une méthode très simple qui était on fait de l'API, c'est du reste. Et le dernier point, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui évoluent autour de ces écosystèmes d'API. Pendant longtemps, c'était juste une problématique d'ingénieurs. On parlait entre ingés, entre développeurs. Maintenant, il y a des gens du produit, il y a des gens du marketing qui viennent évoluer. Et en fait, il faut les intégrer à tout ça. Donc on est dans un environnement qui est plus challengeant que jamais. Et pour autant, nous, développeurs, on en est toujours au même point. C'est-à-dire que globalement, ça nous fait chier tout ce qui n'est pas codé. Vous voyez à peu près de quoi je parle. Donc on continue d'en créer des API. Et on continue d'en créer beaucoup. C'est pas moi qui le dis, c'est Gartner qui dit que d'ici 2025, la moitié des API seulement seront correctement managées. C'est-à-dire que demain, globalement, on aura dans l'écosystème global à peu près la moitié des API qui seront soit pas sécurisées, soit pas correctement documentées, soit pas suivies, monitorées, etc. Est-ce que vous voyez globalement vers quoi on se dirige si on fait rien aujourd'hui ? La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, on a les moyens de bosser. Il suffit simplement de réfléchir un petit peu plus de transformer nos façons de faire et de créer des écosystèmes d'API et des API qui répondent à ces 4 piliers. Le premier, c'est de faire des API qui sont facilement trouvables par les gens. Le deuxième, c'est de créer des API qui sont réutilisables. Mais pour ça, il faut qu'elles soient déjà trouvables. Le troisième, c'est qu'elles soient compliant, au sens qu'elles respectent les règles de gouvernance des écosystèmes d'API. Et le dernier, c'est qu'elles soient sécurisées. Mais vu le nombre d'API qu'il y a aujourd'hui et celui qui va arriver derrière, il faut que tout ça se soit automatisé. Et c'est là qu'il y a un concept qui est clé pour nous, que vous connaissez peut-être, probablement, vous en avez vu passer, et pas forcément appelé sous ce terme-là, c'est les schémas d'API. Alors qu'est-ce qu'un schéma d'API ? J'ai évidemment demandé à ChatGPT de me sortir la définition. Je lui ai aussi demandé de me faire
un talk sur le futur des API en 10 minutes. Enfin bref, c'est un autre sujet. Donc sur cette définition de ce qu'est un schéma d'API, alors je vous laisse le lire si vous le souhaitez, mais c'est un peu trop orienté API REST. J'ai une définition qui est un petit peu plus simple. Pour moi, un schéma d'API, c'est un fichier qui est lisible avant tout par un ordinateur, qui peut potentiellement être lu par un être humain, mais avant tout par une machine, et qui va décrire ce qu'on peut faire dans une API et le comportement que va avoir l'API en fonction de ça. Alors, est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Alors, je vais prendre un coup de vieux là tout de suite, je ne vais peut-être pas être le seul. Et oui, je connais la règle. On ne parle pas des API SOAP qu'on a créés ou qu'on a consommés, mais s'il vous plaît, ceux qui ont fait partie de cette équipe-là, donc ceux qui ont globalement plus de 30 ans, ou plus de 40 ans, levez la main. Attends, on est tous hyper vieux ici ou Ah oui, le principe des schémas d'API, il n'est pas récent, les API SOAP avaient déjà des schémas, sauf qu'à l'époque, c'était des schémas qui étaient en XML, pardon, excusez-moi, qui étaient lents, c'était hyper lent à implémenter, qui étaient hyper complexes. Et donc du coup, à la première opportunité qu'on a eue de ne plus faire des API SOAP, on a fait autre chose, on a fait des API REST. Et on en a fait beaucoup, parce qu'on adore ça, parce qu'on n'avait plus besoin de s'emmerder avec ces schémas. On a fait beaucoup pendant des années. Et évidemment, on les codait, et puis comme il n'y avait pas besoin de schéma, on faisait de la documentation plus tard. Et puis quand on nous demandait, on disait oui, bien sûr, évidemment, je l'ai fait de la documentation. Toujours avec plaisir. Et on a fait ça pendant des années. Et le truc, c'est que quand moi je me suis intéressé, j'ai commencé à m'intéresser au sujet des API, il y a 5 ans, un peu plus de 5 ans maintenant, c'était un vrai gros bordel. Et pour le coup, moi j'ai bossé dans des écosystèmes où on avait 300, 400 API, où il n'y en avait aucune qui était documentée, ou en tout cas, si elles étaient documentées, c'était pas de la même façon. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, l'écosystème il est prêt à ce qu'on se transforme, à qu'on transforme nos pratiques, pour deux grandes raisons. La première, c'est que tous les technos d'API qui jusque-là n'avaient pas de support de schéma d'API en ont maintenant via différentes spécifications et standards. Pour les API REST, il y a OpenAPI, anciennement Swagger, vous avez probablement entendu parler de Swagger à un moment donné, bon, maintenant ça s'appelle OpenAPI. Pour des API de type event-driven, donc tout ce qui est WebSocket, MQTT, Kafka, etc., vous avez Async API. Et pour toutes les API de type RPC, vous avez OpenRPC. Et la bonne nouvelle, c'est que ces trois grandes spécifications utilisent les mêmes fondamentaux que est JSON Schema, ce qui fait qu'il y a une partie du travail qu'on fait qui est réutilisable entre ces trois technos. Donc on a maintenant les standards et les spécifications qui nous permettent de venir décrire ces schémas-là. Mais le deuxième élément qui est une très bonne nouvelle, c'est que dernièrement, toutes les nouvelles technos d'API qui apparaissent, soit GraphQL, gRPC, TRPC, etc., elles viennent avec leur propre schéma d'API. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'on a tous compris que l'ère du REST où on fait n'importe quoi et on documente rien et on ne suit pas, c'est terminé. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en fait, ça devient beaucoup plus facile de se dire que quand on crée une API, on a forcément un schéma qui vient avec. Et si on a un schéma qui vient avec chaque API, ça veut dire qu'on peut rentrer dans un monde où on peut automatiser tout un certain nombre de choses. Et c'est réellement un élément qui est clé pour les mois à venir ou les années à venir. Excuse-moi, j'ai juste... En termes d'automatisation, le premier point qu'on demande souvent, c'est celui-ci, la documentation. C'est probablement la raison et la façon dont vous avez tous découvert Swagger. C'est parce que vous aviez des API à documenter. Et souvent, on s'arrête à ça. On se dit, ouais, le schéma d'API, c'est super, ça permet de générer de la documentation, mais c'est tout. En fait, il y a plein d'autres choses. La liste n'est pas exhaustive. On pourra en discuter après si vous voulez, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. On peut, grâce à un schéma d'API, automatiser ces tests. Ces tests unitaires, validés avec le schéma que l'API elle fonctionne correctement, ces tests d'intégration. On peut rendre compliant notre API, c'est-à-dire vérifier que via des linters un peu évolués, mais qu'elle respecte les règles de création, de design de notre API, celles qu'on a définies au niveau de notre boîte. On peut générer du code depuis un schéma d'API. Vous allez pouvoir générer votre client d'API dans plein de langages différents. Alors, c'est pas encore tout à fait au point, c'est-à-dire qu'il faut pas regarder la qualité du code pour l'instant, mais je n'ai aucun doute sur le fait que ça va s'améliorer dans les années à venir, probablement même dans les mois à venir, et en tout cas, le fait juste de se dire qu'avec ce schéma, vous êtes capable de générer votre client en PHP, en Ruby, en Java ou en JavaScript, sans avoir rien d'autre à faire que de cliquer sur un bouton, c'est quelque chose qui est extrêmement séduisant. Vous pouvez vous aider au design. Là, c'est deux outils différents. Vous avez Optic et Bump, la solution qu'on a créée, qui viennent directement sur GitHub, sur vos pull requests,
commenter la pull request pour vous dire attention, il y a ça qui a changé et ce changement-là, c'est probablement un breaking change. C'est-à-dire que comme ça, vous communiquez et vous collaborez entre développeurs d'une façon un peu plus sécure. Et vous avez aussi évidemment tout ce qui est testing de sécurité de façon automatisée, puisque maintenant de plus en plus de produits prennent en entrée des schémas d'API, que ce soit GraphQL, OpenAPI, etc. et viennent automatiser tous les tests qu'ils peuvent effectuer sur vos API. Il manque une petite chose à tout ça. Ça faisait longtemps que j'avais sorti cette slide-là. Si vous automatisez tout, ça devient potentiellement difficile à gérer et vous avez besoin d'orchestrer. Et en fait, il y a quelque chose que nous, on explique souvent, soit à nos clients, soit aux gens avec lesquels on discute, c'est que pour que tout ça marche sur un écosystème qui est gros ou grossissant, vous avez besoin d'avoir ce qu'on appelle une source unique de vérité. C'est-à-dire quelque chose, un endroit où vous allez avoir tous vos schémas d'API de toutes les API que vous utilisez. Et c'est autour de cet endroit-là, vous allez petit à petit plugger les outils dont vous avez besoin. Si vous voulez faire de la documentation, vous allez le greffer à ça. Si vous avez besoin de faire de la sécurité automatique, vous allez le greffer à ça. Et cet endroit, ça peut être un repo sur GitHub, ça peut être un produit qui est dédié, mais en tout cas, il est hyper important d'arrêter l'espèce de propagation dans tous les sens de ces schémas d'API, de ces API. Si vous avez tout ça, vous pouvez aller boire un verre. Vous avez, et je vous félicite, créer un écosystème d'API qui est future-proof, au sens où demain, après-demain, il pourra grossir et grâce à l'automatisation et le fait que vos API sont décrites, eh bien, vous arriverez à gérer les années qui arrivent. Il y a un point, avant de conclure, qui est, à mon avis, important pour moi. C'est que là, je vous parle d'automatisation, on parle d'API, on parle d'éléments très techniques. Mais en fait, ce qui est derrière tout ça, c'est toujours, encore aujourd'hui, et mon pari, c'est que ce sera le cas pour encore quelques années, une question de collaboration entre êtres humains. Quand vous créez une API, ce sont des développeurs qui viennent la consommer derrière. Mon pari, c'est qu'en 2025, ce sera toujours le cas, et qu'en 2030, on peut discuter de ChatGPT, d'OpenAI, etc. Mais à mon avis, ce sera toujours le cas. Et donc, il faut bien avoir ça en tête. On crée des API pour des êtres humains encore aujourd'hui. C'est tout pour moi sur ce sujet-là. Si jamais, j'en profite juste, je l'ai dit tout à l'heure, je suis le fondateur de BumpSH, on recrute actuellement des développeurs, vous avez un lien ici, n'hésitez pas à regarder, des développeurs front ou back-end engineer et full stack, donc il y a la liste qui est en ligne, n'hésitez pas, on peut en discuter aussi après. Merci beaucoup. Merci Sébastien.